Salut, c'est Yanis pour overclocking.com. On se retrouve pour un nouveau Fast Pass dans lequel je vais vous résumer l'actu hardware et tech de la semaine, le tout en moins de 10 minutes. Un programme plutôt chargé cette semaine puisqu'on va parler d'écran, de ray tracing avec Metro Exodus, de la RTX 3080 Ti pour changer, mais aussi du futur d'AMD. Et on commence en douceur avec des écrans, tout d'abord du côté de Gigabyte avec son M28U, un modèle 28 pouces Ultra HD utilisant une dalle IPS et montant jusqu'à 144 Hz. Le temps de réponse gris à gris est affiché à 1 milliseconde, ce qui est assez rare sur la dalle IPS. A voir si cette belle fiche technique se confirme en pratique une fois le produit dispo et les tests publiés. Par contre, côté prix, ça risque de piquer malheureusement, même si Gigabyte est généralement agressif sur ce point. Toujours côté écran, on quitte le 16 neuvième avec MSI qui a annoncé son MAG 301 RF, un écran en wide Full HD. Il fait 29,5 pouces avec un ratio 21 neuvième et une dalle IPS montant à 200 Hz. Par contre, ce sera difficile de dire quoi que ce soit en lien avec le contraste ou la luminosité, car la marque ne dit rien à leur sujet. Si vous attendiez que les prix de la RAM descendent pour acheter, sachez que c'est peine perdue. Selon les informations de DRAM Exchange, depuis avril, le prix des puces mémoire DRAM a augmenté de 26%, soit la plus forte hausse jamais enregistrée depuis 4 ans. Ce qui veut dire que les prix seront en hausse tout au long de l'année 2021 et pas sûr que la DDR5 tire les prix vers le bas. Les alimentations SFX ne sont pas encore très courantes, mais ça se développe doucement. EVGA lance sa nouvelle série Supernova GM qui se décline au format SFX en version 750 et 850 watts. Les deux sont certifiés 80+ Gold et affichés à 170 et 190 $ respectivement. Après avoir lancé son 5000D Airflow, Corsair continue avec le 5000D Hydro X Edition. Comme son nom le laisse deviner, il s'agit d'une déclinaison destinée au monde du water cooling custom. Il intègre en effet une distroplate, ou plaque de distribution en français, préinstallée en façade et une pompe D5, un classique. Le RGB est évidemment de la partie, et même si la distroplate bloque la prise d'air en façade, il reste possible d'utiliser les prises d'air latérales de ce modèle. Côté prix, le site de la marque affiche 349 $. Si jamais vous rencontrez des pics d'utilisation du processeur ou des baisses de performance que vous n'aviez pas avant dans certains jeux, cela pourrait venir du correctif de sécurité Windows 10 du mois dernier. Pour potentiellement régler cela, vous pouvez aller dans Windows Update pour installer la dernière mise à jour facultative KB500 1391. Si jamais vous avez acheté Metro Exodus, c'est peut-être le moment de s'y remettre, car depuis le 6 mai, la version dite Enhanced est disponible gratuitement pour tous ceux ayant acheté le jeu. Au menu, le DLSS 2.1 à la place de la V1 qui améliore grandement le rendu après la mise à l'échelle intelligente. En plus de cela, le ray tracing a été amélioré surtout au niveau de l'illumination globale. Désormais, chaque lumière du jeu est utilisée et le nombre de rebonds que la lumière peut faire sur les surfaces est bien plus important. Si vous voulez avoir plus de détails et voir le résultat en pratique, n'hésitez pas à aller regarder l'analyse de Digital Foundry qui est très complète. Autre point important, l'API utilisée n'est plus propriétaire à Nvidia, mais a été basculée sur Microsoft DirectX Ray Tracing, ou DXR pour les intimes. Les cartes AMD peuvent donc profiter de cette version Enhanced. Les sorties de périphériques continuent chez Roccat, qui a annoncé deux nouveaux claviers, les Pyro et Magma. Il s'agit respectivement d'un clavier mécanique et d'un membrane disponible à des prix planchers à partir du 30 mai. Pour ce faire, le Pyro utilise des switches TTC rouges linéaires, plus abordables que des équivalents Cherry par exemple. Il sera disponible pour une centaine d'euros. Sur le Magma, en switch membrane, le RGB est bien mis en avant avec un réflecteur blanc présent sur toute la surface du clavier. Comptez une soixantaine d'euros pour celui-ci. Sony, qui subit la pénurie de composants comme beaucoup d'autres acteurs, pourrait proposer une PS5 V2 pour remédier aux problèmes de production. Celle-ci pourrait avoir une conception différente ou faire appel à des fournisseurs secondaires. Pour l'instant, rien de concret, mais on peut imaginer que la marque est prête à tout pour délivrer de la console. Petit instant crypto, et on avait déjà parlé du Shiacoin qui nécessite des supports de stockage pour miner, et bien sachez que Team Group a annoncé son SSD parfaitement adapté à cet usage. Avec le T-Create Expert, la marque propose un SSD M2 NVMe utilisant le PCI Express 3.0. Jusque-là, rien d'inhabituel, mais c'est sur la durabilité que tout change avec une garantie de 12 ans et la possibilité d'écrire minimum 12 000 Teraoctets avant que le SSD dans sa version 2 Teraoctets ne lâche. Des chiffres très impressionnants, surtout quand on voit des 980 Pro de Samsung qui sont plutôt dans les 1200 Teraoctets d'écriture minimum. On passe à Intel et suite à la publication par Yuki de la photo d'un supposé processeur Intel Sapphire Rapids, il se pourrait que ces futurs processeurs pour serveurs montent jusqu'à 80 cœurs grâce à 4 die de 20 cœurs. Si cette hypothèse se vérifie, cette famille de Xeon pourrait donc être une opposition plus sérieuse aux processeurs EPYC Genoa d'AMD, qui disposeront eux d'une configuration maximale de 96 cœurs avec 192 threads, utilisant l'architecture Zen 4 gravée en 5 nanomètres. Les Xeon Sapphire Rapids promettent 50% d'amélioration de l'IPC par rapport à Skylake et prendront en charge la DDR5 à 4800 MHz, le tout avec 8 canaux mémoire.
Si jamais vous avez une carte mère Asus en Z590 avec un i7 de 11e génération, bonne nouvelle puisque Asus a dévoilé une mise à jour du BIOS permettant d'étendre le support de l'Adaptive Boost ABT à ces puces. Mais ce n'est pas tout, les cartes mères utilisant les chipsets Z490 et B560 sont reprises dans la liste d'Asus et supporteraient aussi l'ABT pour les i9 11900K et 11900KF. Cet ajout est intéressant car il permet des bons gains de performance, mais avec une importante hausse de la consommation évidemment, sans avoir à overclocker manuellement sa puce. On avait déjà parlé de la MEG Z590 Ace Gold Edition de MSI il y a quelques semaines, et bien MSI a officiellement lancé cette carte ainsi que deux cartes Unify. La MEG Z590 Unify reprend la conception de la Ace Gold Edition mais avec un look plus discret. La Z590 Unify X quant à elle dispose que de 2 slots mémoire afin de pouvoir pousser l'overclocking mémoire encore plus loin. On ne sait pas s'il y a d'autres différences mais c'est avec cette carte que MSI a pu pousser de la DDR4 HyperX à 7200 MHz. Le Z590 c'est bien beau, mais le Z690 est déjà dans les tuyaux et semble se rapprocher. En effet, si tout va bien, on devrait voir débarquer du processeur Alder Lake d'ici la fin de l'année, qui nécessitera un nouveau socket, le socket 1700, et un nouveau chipset. La mise à jour d'Hardware Info ajoutant le support préliminaire de carte mère Asus en Z690 semble indiquer que le calendrier de lancement pourrait être respecté et que la conception des produits avance. Du côté de chez AMD, après avoir teasé le PCB de sa 6700 XT Hellhound Spectral White, PowerColor a lancé la carte. Ce qui nous permet de voir à quoi ressemble le système de refroidissement qui est évidemment blanc tout comme le PCB. Le dissipateur dispose de 3 ventilateurs et fait 2 slots d'épaisseur. Pour les fréquences, on retrouve celle de la 6700 XT de référence et il ne faudra évidemment pas s'attendre à des miracles côté prix et disponibilité. Si vous voulez de la carte plus haut de gamme, on sait grâce à un leak publié par Videocardz que Gigabyte prépare une version Waterforce basée sur sa Aorus 6900 XT Extreme. La carte dispose d'un waterblock complet sans que l'on sache par qui il est fabriqué. Côté fréquence, pas d'infos, il faudra attendre le lancement officiel pour en savoir plus. On a enfin quelques infos supplémentaires sur la technologie Fidelity FX Super Résolution d'AMD, FSR pour les intimes, qui doit pour rappel être l'équivalent du DLSS 2 d'NVIDIA. Cortex affirme que la technologie a déjà été distribuée aux développeurs de jeux qui ont pu la tester et pourrait être lancée très prochainement, a priori au mois de juin. Étonnamment, Cortex affirme que FSR serait compatible avec les GPU NVIDIA, ce qui pourrait paraître surprenant, mais il faut pas oublier que la technologie devrait s'appuyer fortement sur les outils de Microsoft, donc des outils standards. On verra dans les prochaines semaines si quelque chose est dévoilé. Après la Nastec Tips qui a publié des benchmarks pour comparer l'activation ou non du Resizable Bar sur des cartes Nvidia et AMD, c'est au tour de Guru 3D de se pencher sur la question. Tout comme dans les résultats de la NUS, on n'observe pas de gains miraculeux dans tous les scénarios, mais sur Assassin's Creed Valhalla, AMD s'en sort plutôt bien, surtout en 1080p. AMD, qui avait mis en lumière cette techno avec le nom commercial Smart Access Memory, a évidemment pris le temps de peaufiner un peu sur les performances, alors que les gains avec les cartes Nvidia sont pour l'instant plus discrets. Ces résultats nous permettent de rappeler qu'il ne faut pas s'attendre à des bons de performance en activant cette techno, mais tout gain de FPS est bon à prendre, surtout quand c'est gratuit. Pour finir avec AMD, la marque a annoncé que l'ISASU organisera une conférence sur le calcul haute performance durant le Computex 2021 le 1er juin. Aucun détail n'est donné sur les produits qui seront évoqués, mais on peut imaginer des annonces du côté des Threadripper, qui permettent justement de faire du calcul haute performance. Les RX 6000 en version mobile pourraient être évoqués, ou pourquoi pas des teasers sur les prochaines architectures Zen ou RDNA. Rendez-vous le 1er juin pour être fixé. Du côté d'Apple cette semaine, les rumeurs parlent d'un possible retour de la marque sur le marché des consoles, avec une potentielle console hybride portable de type Nintendo Switch. Le marché du jeu sur mobile étant énorme et Apple poussant ses puces maison puissantes, le moment serait peut-être parfait pour lancer ce type de produit. La puce maison pour cette possible console serait particulièrement performante, surtout sur la partie GPU avec l'ajout du support du Ray Tracing. À voir si cela se concrétise un jour. Chez Nvidia, comme presque chaque semaine, on va parler un petit peu de la RTX 3080 Ti. Des détaillants en Nouvelle-Zélande et en Australie référencent déjà des 3080 Ti de MSI et Gigabyte, ce qui peut donner une idée très approximative cependant des prix qu'on pourrait avoir une fois la carte mise en vente. Après une conversion en euros, on tombe sur des customs qui pourraient coûter de 1299 à 2350 euros. La 3080 Ti Ventus d'MSI est par exemple affichée à environ 1690 euros. Évidemment, ces chiffres sont à prendre avec des grosses pincettes et on n'est pas à l'abri d'une inflation rapide si la demande dépasse fortement l'offre, comme c'est le cas actuellement sur quasi toutes les cartes graphiques. Malgré ces fuites assez précises, d'autres informations en provenance de deux sources différentes indiquent que la sortie de la carte pourrait être reportée à minima en juin. Le lancement pourrait quant à lui avoir lieu le 31 mai, alors que d'autres informations indiquaient précédemment la date du 18 mai. Malgré l'absence d'informations officielles, on peut imaginer que ce report pourrait avoir pour objectif de livrer plus de volume au lancement ou permettre de pousser le refresh des cartes LHR des autres GPU.
Alors justement, on parlait des versions LHR, donc Low Hash Rate, et on a de nouvelles informations à leur sujet. Grâce à une communication de Galax publiée probablement par erreur sur leur site, on peut imaginer que le lancement de ces versions est imminent. Videocards a pu dénicher les pages des spécifications de ces nouvelles variantes de GPU utilisées par les 3070 LHR et 3080 LHR. On y voit aussi le taux de hachage estimé produit par ces cartes qui semble divisé par 2. Nvidia pourrait communiquer officiellement en fin de semaine sur ces produits à suivre donc. Et on termine avec un petit peu de water cooling custom du côté de chez EK qui annonce un waterblock EK Quantum Vector pour les 3080 et 3090 utilisant le design de référence d'Nvidia. Il ne s'agit pas du PCB des Founders qui est spécifique à ces cartes, mais à celui utilisé par les fabricants de cartes custom. Ces waterblocks seront donc compatibles avec un bon nombre de cartes, ce qui est très intéressant. À titre indicatif, cela concerne pas moins de 25 cartes comme de la Palette Gaming Pro ou de la PNY Accelerate. Le bloc sera vendu à 210 € avec une disponibilité affichée à la mi-mai. Voilà qui conclut ce fast-pass, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne d'overclocking.com pour ne pas rater les prochains épisodes. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau résumé de l'actualité.